Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Stéphane Bonomi et Éric Gourdol d'Alpes Isère Habitat, qui vont nous faire des retours d'expérience très concrètes de comment un bailleur social peut finalement inscrire son développement dans une trajectoire de sobriété foncière. Alors peut-être il faut dire en introduction, le bailleur Alpes Isère Habitat, c'est un office public de l'habitat. Il y a 30 000 logements sur à peu près 300 communes en Isère, plus de 600 salariés, donc c'est un des gros bailleurs sociaux isérois. Et donc la question qu'on va se poser ce matin, c'est comment un bailleur peut déployer des réponses qui vont dans le sens de la sobriété foncière. Donc Alpes Isère Habitat a commencé à réfléchir à ces sujets, voire à faire des opérations très concrètes. Donc il y a 2 pistes principales qu'on va creuser. La première, c'est d'optimiser son propre foncier, son propre patrimoine foncier qui est lié à ces groupes HLM par des opérations de densification, de renouvellement urbain sur ses propres fonciers. Et la deuxième piste qu'on va explorer notamment, c'est acquérir des logements dans le parc privé, par le principe de l'acquisition-amélioration. Donc on acquiert des logements privés qui sont vacants, qui sont occupés, et on les rénove, on les transforme en logements sociaux. Voilà. Donc pour commencer, je vais passer la parole à Éric Gourdol, donc, qui a piloté une opération à Crolles qui s'appelle Le Gars. Donc vous avez transformé, pour le dire rapidement, une ancienne opération de maison individuelle des années 80 qui était plus très performante en opération d'habitat collectif et une opération d'habitat intermédiaire. Il y a eu aussi au passage une démarche de concertation donc, qui nous intéresse par rapport à la notion de l'acceptabilité, et qui a été reconnue comme exemplaire. Donc je vous laisse peut-être pendant une dizaine de minutes, avec le support de quelques images qui sont projetées, vous présenter cette opération. Merci, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter cette opération du Gars qui a duré une dizaine d'années, qui se situe donc à Crolles, dans le département de l'Isère. C'était donc une résidence qui date de 1986, qui est située sur plusieurs sites. Donc, sur cette image, vous pouvez voir un peu où est-ce qu'elle se situe. Il y a le collège qui tient place au centre du quartier. Il y a un site principal qui est le grand rectangle bleu en dessous, où il y a une trentaine de maisons individuelles accolées. On a un site secondaire qui est situé à gauche de l'image, où il y avait historiquement 5 maisons. Et puis le site encadré en rouge, c'était un autre type d'habitat, c'était un immeuble collectif. Et celui-là, il n'a pas été démoli, il a pu être réhabilité. Donc vous voyez un petit peu le quartier autour. Il y a des maisons individuelles situées au sud, en bas à gauche de l'image, au sud du quartier. Et puis il y a des bâtiments plutôt collectifs à droite et en haut qui, eux, étaient en R+3. Et ils sont toujours là, évidemment. Donc voilà, vous avez quelques images de cette résidence qui n'existe plus, du coup, qui datait de 1986. C'était des maisons individuelles en R+1 avec des garages accolés, le tout dans une architecture un peu protéiforme. Et le site s'était organisé en double impasse, donc il n'y avait pas de traversée de voitures possible. Par contre, il y avait beaucoup de flux piétons qui traversaient le quartier en direction des différents équipements publics situés de part et d'autre. Le collège, il y a une école et une crèche également situées dans un autre côté du quartier. Alors, quelques mots sur la résidence historique qui a été démolie. C'était des maisons de type Cosmos, donc une structure bois, des panneaux préfa béton en remplissage, pas d'isolation ou une très mauvaise isolation, des panneaux préfa qui se sont révélés d'ailleurs amiantés et qui sont venus un peu complexifier la partie démolition, mais on y reviendra. Donc voilà, c'était de la construction un peu semi-industrielle des années 80. En 2014, Alpes Isère Habitat commence à faire des études de réhabilitation sur ce patrimoine qui avait donc 28 ans à l'époque. Avec des problématiques d'ordre thermique. Les logements étaient classés en étiquette F ou G pour la plupart. Donc des passoires thermiques, pas mal de ponts thermiques comme on peut le voir sur ces images. Et une intervention qui n'était pas simple à cause de l'architecture des logements, des bâtiments. Et donc, ces études-là, elles ont montré que l'intervention pour une réhabilitation aurait coûté extrêmement cher. On se serait principalement concentré sur la partie thermique et probablement que d'autres problématiques n'auraient pas pu être résolues, notamment les habitants, eux, parlaient beaucoup de l'état des garages, de l'état des volets bois, de l'état de certaines menuiseries, l'état des clôtures.
Donc beaucoup de choses qui auraient été compliquées à intégrer, à prendre en compte. Donc les études de réhabilitation, elles ont abouti à un scénario qui était une intervention assez onéreuse, plus de 50 000 euros par logement pour l'intervention, chiffre de 2014. Donc si on l'actualisait aujourd'hui, on serait probablement à plus de 50% au-dessus, avec beaucoup de subventions publiques nécessaires pour faire cette réhabilitation. Et donc finalement, en présentant cette étude à la commune, il a été décidé de faire un pas de côté pour étudier ce qu'il était possible de faire sur le site en termes de densification, en termes de potentiel constructif. Donc c'est le site principal qui a d'abord été étudié. Donc c'est la partie qui est en jaune sur cette image. Et c'est une étude qui a été commandée à Yves Sauvage, urbaniste, pour voilà, étudier qu'est-ce qu'il était possible de faire en termes de PLU actuel de l'époque sur le site. Et donc le rendu de l'étude d'Yves Sauvage, c'était voilà, une capacité entre 36 et 68 logements, avec plusieurs organisations possibles. Lui, il proposait un scénario. Là, dans l'image, on voit qu'il lui propose une voirie traversante, alors que initialement, c'était un système de double impasse, donc pas de traversée possible en véhicule. Mais ça, c'est un peu une question annexe par rapport à... Bon, déjà, la première question, c'était qu'est-ce qu'on pourrait reconstruire. Cette étude-là, elle a été présentée à la ville de Crolles, et il y a eu un consensus pour dire, OK, une cinquantaine de logements, ça pourrait être travaillé, c'est peut-être possible. Une cinquantaine de logements, c'était aussi ce qui permettait d'équilibrer l'équation économique, puisque pour un patrimoine de 1986, il n'était pas amorti, donc on avait encore des emprunts à rembourser sur ce patrimoine-là, plus une démolition à prendre en charge, une démolition un peu complexe avec un site très étalé. Pas du tout une démolition comme on était habitué d'ailleurs de l'appréhender, la démolition classique, la barre des années 70, là on était très loin de ça. Donc voilà, une cinquantaine de logements, c'était aussi ce qui permettait d'équilibrer l'équation entre, bah, il y a des coûts à prendre en compte, la démolition, le remboursement des emprunts de la résidence qui serait démolie. Donc on a approfondi ce scénario-là. Mais en parallèle, très vite est apparue une autre question prégnante. On parlait d'acceptabilité tout à l'heure. C'est donc l'acceptabilité pour les habitants actuels de la résidence et quel projet de relogement on peut leur proposer. Les habitants de la résidence du Gard étaient très attachés à leur résidence historique, malgré ses défauts, malgré les problématiques notamment thermiques et leur mécontentement sur ces aspects-là. Ils étaient quand même très attachés à leur quartier. Et donc, en discussion avec la mairie de Crolles, c'est un projet de relogement concerté, participatif, qui a pu leur être proposé. Il y a une parcelle qui a été identifiée à environ 300 mètres du site, donc au sein de la ZAC écoquartier que la ville était en train de créer. Donc c'est la parcelle que vous voyez en rouge. C'est la parcelle où on a finalement pu reloger la trentaine de familles qui habitaient historiquement au Gard, à travers un projet concerté où on a fait beaucoup d'ateliers de concertation pour co-construire, co-concevoir leur futur habitat avec eux. Donc sur la droite, vous voyez le résultat final, mais finalement c'était 5-6 ans de projet avec eux pour se projeter dans un futur habitat, les emmener dans ce projet-là et leur donner la parole, prendre leur avis sur la conception du futur habitat. Donc c'est un autre pas de côté dans la présentation du projet, puisque avant de pouvoir imaginer construire sur site, enfin densifier, reconstruire sur site, il fallait reloger ces familles et prendre en compte les problématiques sociales autour de ça. Donc en 2017, on a entamé la concertation avec eux. Au bout d'un an d'atelier, on a pu déposer le permis de construire. Le projet était assez mûr pour ça. Et en 2018, mi-2018 à peu près, on a obtenu le permis de construire dans la future ZAC. Et donc là, on s'est dit, OK, le relogement est sur les rails, on va pouvoir aboutir à quelque chose. Et donc là, on s'est remis à travailler sur le site principal, le site du Gard, où il était question donc, de démolir pour reconstruire une cinquantaine de logements. Et on s'est rendu compte qu'on n'avait pas encore tous les éléments, nous, programmatiques, pour lancer vraiment la phase opérationnelle, rechercher un architecte, concevoir un projet.
Et notamment, on avait des questions d'ordre programmatique à mettre sur la table avec la commune pour bien comprendre qu'est-ce qu'eux souhaitaient en termes d'organisation du quartier. Puisqu'il y avait vraiment des scénarios possibles assez différents entre on ouvre complètement le quartier, on maintient quelque chose de plus résidentiel, protégé, fermé. Donc on a demandé une étude de faisabilité, une étude programmatique à l'agence ISIS, une autre étude de faisabilité du coup, un peu plus précise. Là, on savait qu'on allait faire à peu près une cinquantaine de logements, mais avec des scénarios un peu contrastés sur l'organisation espace public, espace privé, habitat et voirie publique ou place publique. Donc Isis a proposé comme ça plusieurs scénarios qui ont été discutés d'abord avec les élus de la ville, puis présentés en réunion publique aux voisins. De mémoire, il y a eu au moins 2 réunions publiques pour parler un peu de ces scénarios et leur présenter l'état des réflexions, puis comment ça avançait. Parce que les habitants autour, on s'était à ce moment-là occupé du relogement et de la concertation des habitants du site, mais pas encore des habitants autour. Et les habitants autour, ils avaient beaucoup de questions sur la circulation, la densification, le stationnement. Donc la présentation de ces scénarios et le partage de ces scénarios a permis de mettre un peu ces questions sur la table et là encore de travailler l'acceptabilité sociale du projet. Donc les différents scénarios d'ISIS, ils ont permis de converger finalement avec la ville, avec les voisins, sur qu'est-ce qu'on va mettre dans le programme du futur architecte, sur quels critères on va pouvoir sélectionner cet architecte et qu'est-ce qu'on va lui demander en termes d'organisation du futur quartier. Donc, je peux vous montrer du coup tout de suite le projet qui a été retenu à l'issue du coup de ce travail puis de la consultation. On a un office public, donc on a fait une consultation publique. On était au-delà du seuil européen. C'est l'agence Brenas-Doucerin qui a été retenue. Là, vous voyez le site principal, donc c'est le rectangle bleu du début qui est un peu tourné dans l'autre sens. Sur ce site-là, finalement, le projet qui a été conçu et réalisé, c'est 55 logements. Alors, pardon pour les acronymes, il y a 46 logements locatifs sociaux sur le site et 9 BRS, donc 9 logements en accession sociale en bail réel solidaire. Donc, on partait d'un quartier initial où il y avait 35 maisons individuelles, tout en locatif social, plutôt des grands logements, des T4, des T5, et très peu de T2, très peu de PLAI. Et l'état final, ou après projet, c'est du coup 46 logements locatifs, mais aussi de la mixité, de l'accession sociale, organisé du coup en petits collectifs, R+2, c'est ce que permettait le PLU. Là, vous avez une coupe du projet. Donc, à gauche, on a un bâtiment existant voisin. Et donc, petit collectif type habitat intermédiaire, pas de partie commune, plutôt un accès via coursive. Un des bâtiments accueille un ascenseur, ce qui permet de proposer des logements accessibles, adaptés aux personnes âgées, ce qui n'était pas le cas sur les maisons initiales qui étaient toutes des duplex. Donc là aussi, on essaye de mieux répondre aux besoins en logement, que ce soit en termes de typologie ou de conception des logements après projet qu'avant. Là, vous avez une image du site secondaire sur lequel ce sont 11 logements en accession sociale qui ont pu être réalisés à la place des 5 maisons initiales. Là aussi, c'est une organisation en 2 petits bâtiments R+2. Voilà, avec un système de coursive également. C'est le projet proposé par l'architecte. Donc là, vous avez quelques perspectives du quartier. Une des propositions de l'architecte, c'était de conserver certains locaux garages historiques de la résidence pour les convertir en locaux vélos. Donc c'est certains éléments, certains grands rectangles qui ont été conservés, réhabilités et transformés en locaux vélos, un peu comme un clin d'œil ou un hommage au quartier historique. Donc en 2022, début 2022, les déménagements ont eu lieu pour les habitants du GA dans leur futur projet qu'on a vu précédemment et on a pu du coup commencer la démolition. Là, vous avez l'image de fin de démolition, donc on voit les édicules conservés au milieu et aux extrémités du projet. Le projet réalisé, du coup, réceptionné en 2024, donc l'année dernière. Donc les habitants sont dans leur résidence depuis environ un an, un peu moins d'un an pour la partie locative.
Et donc, vous avez quelques images du projet. Le bilan, du coup, si on fait le avant-après, sur le site principal, il y avait 30 logements et après 55 logements. Donc, sur le papier, ça fait une belle densification que je tiens un peu à modérer en termes de typologie. Je vous l'ai dit, avant le projet, il y avait beaucoup de T4 et de T5. Après, en fait, on a reconstitué une part de T2 d'environ 40%. Donc, en termes de chab construite, on passe de 2500 environ à 3580. Donc, on modère un peu le rapport avant-après. On passe d'une organisation de maison accolée en R+1 à du petit collectif en R+2. Donc, en termes d'occupation du sol aussi, on n'est pas venu forcément densifier et artificialiser beaucoup les sols. Sur le site secondaire, avant 5 logements, après 11 logements, organisés en 2 bâtiments, comme on l'a vu. J'ai fini le déroulé de la présentation. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, avec des illustrations vraiment intéressantes. Donc, moi, je voulais poser aussi quelques questions à Stéphane, justement, sur ce type d'opération qui a déjà été réalisé. Ça pourrait préfigurer d'autres opérations et une nouvelle filière de production, peut-être entre guillemets ou avec un point d'interrogation au moment de la sobriété foncière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bailleurs, finalement, ont des difficultés par rapport à l'accès au foncier, hein, notamment dans la concurrence avec les promoteurs privés. Du coup, ils font beaucoup d'opérations d'ailleurs où ils achètent plutôt des logements à des promoteurs privés. Je crois que c'est à peu près 80%, ça dépend des territoires. Donc ça serait finalement développer des opérations de densification, d'optimisation de leur propre patrimoine foncier. Ça pourrait être une piste aussi à un moment donné pour un petit peu reprendre l'initiative, j'allais dire, sur leur propre développement de logements sociaux. Donc Stéphane, est-ce que tu peux peut-être nous dire si un peu c'est valide comme piste pour un développement futur, par exemple, d'AIH? Oui, c'est valide. Là, on parlait de cette opération-là, mais en fait, Action Logement a financé, enfin, a aidé pas mal de projets aussi en démolition. Donc ça, c'est un programme qui a touché quasiment tous les bailleurs, hein, SDH, Pluralis, qui a permis aussi de réoccuper des sites où on avait quand même un patrimoine très très vieillissant. Donc ça, cette opération, on va dire que c'est un peu le best-of hein, d'Alpizar Habitat, parce qu'en fait, on a coché quand même beaucoup de cases, on a fait de la mixité, on a densifié, on a des bâtiments qui sont vraiment de qualité, on a même fait un peu de réemploi. Hein. C'était les premières expériences, on a réutilisé les tuiles qu'on a réutilisées sur d'autres chantiers, enfin, on a coché la concertation, voilà. Donc des opérations comme ça, on en fait une tous les 10 ans. Hein. Mais par contre, on a fait d'autres opérations, on a démoli notre patrimoine. Alors, je pense que c'est intéressant par rapport au sujet ZAN, et je pense qu'il ne faut pas le déconnecter aussi des sujets de décarbonation et quand même aussi renaturation des espaces. On est en train de faire là, nous, d'autres démolitions sur d'autres territoires, à Saint-Marcellin notamment. On a une opération à Beaurepaire. Si on prend l'opération de Beaurepaire qui a été financée en démolition, on avait un patrimoine comme celui-ci vieillissant, des passoires thermiques, 50 logements, c'est 3 petites tours. À Beaurepaire, ça faisait un petit peu tache dans le paysage. Donc, on a eu les financements pour faire la démolition. Et là, on passe de 50 logements à 25. Donc, vous allez me dire que c'est quand même pas très vertueux par rapport aux ZAN, de passer de 50 à 25. Sauf qu'on passe quand même à 25 logements. On sera sur une opération RE 2028. Donc, c'est une des premières opérations RE 2028 des bailleurs isérois. Il faut espérer qu'on arrive à en faire d'autres. Il se trouve que l'entreprise avec laquelle on construit est à Beaurepaire. Enfin voilà, on aura l'occasion sans doute de revenir sur cette opération qui est un petit peu c'est sans doute un petit peu le deuxième best-of d'Alpizar Habitat, on espère. C'est moins vertueux en termes de densité, on est d'accord. Par contre, on va loger des gens dans des bâtiments où on sera quasiment sur l'architecture passive. Donc voilà, il y a quand même eu un intérêt à démolir. Donc cette dynamique, elle est lancée. Les bailleurs n'ont pas forcément, bon ça vient de ma culture aussi d'Urba, les bailleurs n'ont pas forcément cette culture de la connaissance du patrimoine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alpizar Habitat, ce qui m'a surpris en arrivant, c'est qu'on n'a pas une base de données, en tout cas cartographiée, précise du patrimoine foncier d'Alpizar Habitat. On a quand même 30 000 logements, c'est un peu plus 1300 résidences, 1000 résidences, avec du patrimoine très ancien, donc bien sûr des bâtiments aussi obsolètes, avec beaucoup d'espace. Pas forcément de l'espace vert, hein, comme les constructions des années 70, mais aussi avec des espaces qui sont imperméabilisés, des parkings, des choses comme ça. Donc là, on engage le travail en interne.
pour essayer d'identifier les fonciers qu'on pourrait densifier. Soit en désimperméabilisant des espaces, soit aussi en travaillant avec nos directions du patrimoine, peut-être identifier d'autres patrimoines anciens qui poseraient problème et quitte à se projeter sur des démolitions. Pour ça, je pense que c'est important, je le dis parce qu'il y a quelques élus aussi dans la salle, de bien prendre en compte ces sujets de la démolition. Aujourd'hui, on a tendance à dire pour des questions de décarbonation, oulala, la démolition, c'est pas bien. Ça, non, en fait, chaque projet est particulier. Là, on a bien vu, Eric a fait la démonstration, on n'allait pas garder des maisons des années 80 qui étaient des passoires thermiques. Je veux dire, en réhabilitation, c'est quasiment pas possible. Or, je pense que de ce type de patrimoine-là, à Albizère Habitat, il faut qu'on fasse un petit peu le tour. Même si nous, on a éradiqué beaucoup de bâtiments qui étaient FEG, il en reste 400 à faire. Et je pense qu'on sera peut-être aussi amené à avoir des démolitions sur d'autres bâtiments, parce que la thermique, c'est une chose, mais des bâtiments sans ascenseur dans des territoires ruraux, vu les problématiques de vieillissement de population, de handicap de plus en plus importants, bon, voilà, on est sur ces sujets de réflexion pour se dire, bon, on a, nous, du potentiel en interne, soit sur des fonciers libres, soit éventuellement continuer cette dynamique de démolition. Très bien. Alors, si on reste sur ce patrimoine et sur son potentiel d'optimisation, la loi climat-résilience, elle incite les territoires à voir quel est le potentiel de surélévation dans les territoires. Est-ce que c'est aussi une piste, finalement, à partir d'un patrimoine qui est largement composé d'immeubles, de surélever ces immeubles? Bon, Pascal Dieudonné à SDH avait déjà fait un petit peu le discours, je vais le refaire. On est en phase, hein. Alors, bailleur, on est en phase. En fait, il y a énormément de contraintes. On échange aussi avec d'autres collègues, hein, notamment là, on a eu une discussion avec un bailleur lyonnais. À Lyon, ça se fait un peu. En fait, il y a énormément de contraintes techniques déjà. C'est-à-dire que tous les bâtiments ne supportent pas des surélévations. Même si on fait des surélévations souvent en bois, donc sur des structures légères, malgré tout, il y a un problème quand même de structure de bâtiment. Il y a des problèmes liés aux documents d'urbanisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller surajouter des étages, hein, on sait bien que ce n'est pas la tendance. Donc, c'est compliqué. Et puis, il y a une problématique de coût. C'est-à-dire qu'au vu des nombres de logements plus qu'on peut arriver à produire en surélévation, ça reste des opérations qui restent encore relativement chères, hein. Donc, il y a des entreprises, par contre, qui savent faire aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas le problème. Donc, en fait, on est là aussi, je pense, sur une nécessité pour nous d'avoir, malgré tout, de faire le travail, c'est-à-dire avoir la connaissance, comme je disais, la connaissance de notre patrimoine foncier, précise, objectivée, cartographiée. Donc, c'est important. Et du coup, on va essayer de faire, nous, une pierre de coups, parce qu'en interne, on a des personnes qui travaillent sur ces sujets-là, de repérer aussi les toitures, qui pourraient aussi éventuellement réfléchir déjà à une analyse sur notre patrimoine. Quelles seraient les toitures éventuellement qui seraient aptes à recevoir ce type de projet, sachant que voilà, il reste les 3 contraintes techniques, juridiques et financières. Donc ça reste un sujet à creuser. Alors il y a un sujet qui est peut-être plus enclenché, on va aborder notre dernier sujet, c'est la question de l'acquisition-amélioration. Les politiques de l'habitat, notamment la métropole, mais aussi maintenant le Voironnais, par exemple, ou le Grésivaudan, hein, incitent les bailleurs finalement à renouveler à intervenir sur la question de la vacance du parc privé ou des passoires thermiques en achetant des logements privés dans des copropriétés, éventuellement des monopropriétés, ça reste à voir, pour les rénover et les transformer en logements sociaux. Voilà, donc, mais en fait, la faisabilité quand même de ces opérations, elle reste assez contrastée. Donc, est-ce que tu peux nous dire peut-être à partir des premiers retours d'expérience d'Alpizère Habitat sur ces sujets-là, dans quel contexte ça peut fonctionner ou dans quel contexte ça fonctionne moins bien? On a entamé le travail avec la métropole notamment qui dans son PLH a quand même mis des objectifs multipliés par 10, hein, la production en acquisition-amélioration, donc ça pose question. C'était intéressant de travailler avec la métropole parce que je pense que ça bénéficiera aussi aux autres territoires. Parce qu'on voit bien que la question des acquisitions-améliorations dans les PLH, le Voironnais a intégré une partie de la production en acquisition-amélioration. Le Val du Dauphiné aussi est en cours de réflexion. On voit que la CAPI, je pense que ça va commencer à arriver, même si aujourd'hui ce n'est pas forcément dans le PLH. Nous, on en a une expérience et c'est intéressant parce qu'il faut vraiment, pareil, c'est des questions de connaissance et de se dire où sont les potentiels finalement et qu'est-ce qui est vraiment réalisable. Parce que selon la typologie du bâti, ça c'est déterminant. L'acquisition-amélioration, ça marche si on arrive à repérer des bâtiments qu'on sait à peu près réhabiliter.
tous les patrimoines, et c'est le travail qu'on a fait avec la métropole, enfin l'ensemble des bailleurs, on était là aussi en phase de se dire, est-ce qu'on peut avoir un tri de connaissances des copropriétés et des typologies de bâtis, c'est-à-dire que tout ce qui est construit avant-guerre, à réhabiliter, ça coûte un bras, hein. Enfin, faut, comme je veux dire, on a quelques expériences. Et donc ça, c'est une réelle difficulté, sachant que... et puis il y a un volume, c'est-à-dire intervenir en dessous de 10-15 logements, c'est vraiment compliqué. Donc nous, on a eu plusieurs expériences, je ne sais pas si on a gardé les images. Donc, du coup, c'est aussi Eric là, qui a suivi ces opérations. Je donne un exemple qui est là, pour le coup, intéressant pour les collectivités pour produire du logement social. Alors là, c'est un immeuble, c'était IRF, hein, c'était ça, c'était ICF qui avait ce bâtiment. C'est une monocopropriété. Donc on a 36 logements, précisément, c'est ça, 36 37. 37 logements. On a entièrement réhabilité le bâtiment du point de vue de la thermique, mais on a refait aussi les barodages des balcons, on a refait les salles de bain. Enfin, c'était une grosse intervention. Et ça, nous, bailleurs, par rapport à nos financements, c'est des opérations qui fonctionnent bien. C'est une monopropriété. C'est un bâtiment qui est plutôt de bonne facture, malgré tout, même s'il a des défauts. On a corrigé les défauts du bâtiment et on arrive à faire une opération où tout le monde est gagnant. Puisqu'en plus, on met du photovoltaïque. Enfin, voilà, là, c'est un peu aussi on a fait de la mixité, puisqu'on a un local médecin aussi qu'on a mis en rez-de-chaussée. Enfin, ça a été une réhabilitation très intéressante. Là, pour le coup, ça tourne. Et je pense que si on en avait une autre, enfin, je pense que les montages aujourd'hui, ils sont toujours intéressants. Ça, c'est une opération récente de l'année dernière. C'est un investisseur qui souhaitait se débarrasser de son patrimoine. Et donc, on a racheté 11 logements, place Paul Vallier, en face du parc Mistral, hein, à l'angle en allant vers le département. Là aussi, intéressant, pour le coup, c'est un patrimoine qui est plus ancien, c'est plutôt un patrimoine entre deux guerres. Par contre, très bien entretenu, des beaux appartements, des typologies aussi qui sont intéressantes. Et là, c'est une opération, la métropole a bien voulu, par rapport aux règles, hein, vous connaissez tous PLA plus PLS, on a réussi quand même aussi à placer du PLS sur cette opération. Voilà, mais ça c'était une monopropriété et finalement assez peu de travaux, enfin on va faire quelques travaux dedans, mais c'est intéressant. Alors après, voilà, on passe à des sujets plus critiques. Donc, en acquisition amélioration, ce type de, voilà, ce que j'ai présenté, voilà, ça c'est des opérations qui peuvent tourner. Voilà, il y a vraiment toujours une problématique financière. Et technique également. Alors là, pour le coup, c'est une opération qu'on a conduite à Clé, qui était une opération plus vaste, hein, une opération avec Bouygues, avec de la construction neuve. Donc, on a pris des logements en neuf chez Bouygues. La Caisse des dépôts aussi avait pris aussi du locatif. Donc, l'opération a assez réussi. Et la mairie souhaitait vraiment, c'est l'ancienne clinique de Clé, conserver ce bâtiment. Ce qu'on peut comprendre, parce que c'est un très beau patrimoine. Sauf que voilà, cette opération, elle a été très difficile. On a dû arrêter le chantier parce qu'en fait, le bilan ne tournait pas. On avait 300 000 euros qui étaient... Donc, il y avait eu des subventions de la commune, la métropole qui nous a quand même bien aidés sur cette opération. Et en fait, ça ne tournait pas. Quand les entreprises ont commencé à travailler, en fait, on s'est rendu compte de surcoûts. Voilà. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail de la technique, hein, mais... Quand on fait des logements aujourd'hui à partir de bâtiments qui sont pourtant des bâtiments, vous voyez la cage d'escalier, c'est plutôt des beaux bâtiments quand même, hein, on a plutôt mais on peut pas, et puis on peut avoir une problématique ABF aussi, donc on peut pas rajouter forcément de balcon. Donc aujourd'hui, nous, c'est une politique qu'on a forcément un espace extérieur dans ce qu'on produit en neuf. Là, aller intervenir sur un bâtiment comme ça sans aller rajouter de balcon, c'est un petit peu dommage. Bon, bah donc, mais c'est le bâtiment qui est comme ça. Pourtant, on a eu une stratégie. On a essayé, nous, de se dire, bon, attention, on va essayer de limiter les coûts. On a une stratégie sur ce bâtiment. Donc, vous voyez qu'il faut avoir quand même un peu une expérience de maître d'ouvrage pour faire ce genre de choses. On s'est dit, on fait l'étude en 2 temps. On fait un premier curage et on verra, on refera une consultation une fois qu'on aura bien identifié les problématiques qu'on aura eues, une fois qu'on aura fait la première partie, je dirais, des constructions, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Et ben même cette technique-là n'a pas fonctionné en fait. En plus, bon, on a pris 2023 dans la foulée, enfin bref, l'augmentation des coûts, bon, ça a été vraiment très compliqué. Donc on a été obligé de revenir auprès de la commune et de la métropole pour dire eh, on a un trou, il faut combler ce trou, on avait 100 000 euros. Bon, la métropole a joué le jeu, la mairie joue le jeu, et on a réengagé là les travaux et on doit réceptionner en septembre, hein, celle-ci. Mais vous voyez que ça faisait un petit moment qu'on était sur cette opération et c'est jamais très drôle pour la commune, pour nous, pour les entreprises d'avoir un chantier planté, hein. Pour un nombre, Eric, je sais plus, le nombre de logements, c'est 6 logements. C'est 6 logements. Bon. Donc, C'est- on livre en les travaux septembre. sont en cours. Ouais. Alors, M. Argoup est là. On a plusieurs opérations à Volnavé. On a pris cet exemple pour rester un peu dans le bassin sud-Isère. Il se trouve qu'on fait pas mal de... Enfin, on a quelques expériences sur du bâtiment qui est quand même... Alors là, du coup, beaucoup plus ancien. Et là, j'alerte, ce sera une discussion qu'on devra avoir avec la commune. La réhabilitation, et on sait que dans le parc, hein, sur les autres territoires, on va être beaucoup sur ces problématiques-là. Sur le Voironnais, on a fait un petit point sur les copros. On a énormément de petites copropriétés de 4, 6 logements sur des bâtiments qui sont plutôt du fin 19e siècle. Et là, il faut se le dire, structurellement, c'est impossible d'intervenir dans ces bâtiments. On ne sait pas faire comme le beau bâtiment, le panorama années 70, qui est voilà, une structure solide. Là, quand on rentre dans le bâtiment, on fait une première étude de faisabilité, pourtant avec des architectes avec qui on travaille, qui connaissent leur affaire, hein. Bon, on fait une première étude de FESA, on rentre, 2 logements, voilà, on peut aussi avoir de la mixité. Et en fait, c'est des projets qui coûtent les yeux de la tête. Et tout ça pour produire 2 logements. On a fait l'opération, je donne un autre exemple, on l'a pas, parce qu'on n'a pas forcément les photos. On a, Je peux juste rajouter que le bâti est fourni gratuitement en plus, par la commune. en Il n'y plus, a aucune acquisition. il n'y a aucune acquisition. Oui, oui, et en plus, il faut se dire, c'est que souvent les collectivités souhaitent, et c'est intéressant, on est en cœur de village, enfin, je veux dire, on aurait intérêt à le faire. Les collectivités, ou que ce soit les intercos ou les communes, ben, mettent souvent des fonciers ou du bâtiment à disposition. Donc là, on a fait plusieurs opérations où, en effet, la commune nous a mis à disposition les biens. Sauf que quand on fait la facture, voilà, en fait, on produit du logement aussi en 2025. C'est-à-dire qu'il y a un code de la construction, il y a nécessité d'avoir un bâtiment isolé thermiquement, acoustiquement, il faut que ça tienne. Et ben, dans des bâtiments comme ça, en fait, je suis désolé de le dire, hein, parce pourtant on est tous attachés au patrimoine, hein, il y a certains moments, selon la localisation, il faut peut-être penser à la démolition. Ce sera sans doute beaucoup plus vertueux que de s'échiner à essayer de trouver une équation économique qu'on ne trouvera pas. Je vous donne un autre exemple. À Ruy-Monceau, on est sur une démarche hyper vertueuse. Le maire nous appelle, nous fait visiter, démarche avec Epora. Voilà. Donc on a un acteur institutionnel qui est prêt à faire du portage foncier. La commune achète un bâtiment, Epora achète un autre bâtiment, voit pour acheter encore un autre bâtiment. Donc on est sur une séquence linéaire de 60 mètres à peu près en cœur de village. On se dit, bon, bah voilà, intéressant. Bon, du point où il y a beaucoup d'urbain dans la salle, urbanistiquement, ça peut poser comme question de se replanter en alignement de voies sur des villages-rues où il y a 3000 bagnoles le jour qui passent, quoi. Donc bon, moi je discute avec le maire, bon, on vous fait visiter, d'accord, on visite. C'est les Thénardier, enfin, c'est catastrophique. Donc on dit, bah, on va jouer le jeu. On a, voilà, vis-à-vis du maire, on travaille bien, bon. On joue le jeu. Ils font l'appel à projet et pourra faire un cahier des charges. Et donc, on a joué le jeu. On a fait bosser une architecte qui connaît vraiment ces problématiques. On était au logement à 80 000 euros de déficit. Pour faire 10 logements, on demandait 800 000 euros. On était en concurrence avec nos collègues. Hein, nos collègues, je veux dire, l'équation économique, voilà, même si on peut avoir des différences d'investissement, hein, on peut mettre, voilà, en fait, les élus ont plié le dossier. Donc là, je rencontre le maire bientôt pour en rediscuter. Voilà, donc moi, je pense que ça va amener. On sait que c'est un peu la tendance. Hein, on va être obligé un petit peu, voilà, même si on ne parle plus de ZAN, sobriété foncière, mais on voit bien que comme les objectifs sont là. Ah oui, bah ça c'est un autre. Peut-être on passe un dernier exemple très rapidement, puis après Ouais. on ouvre le débat avec la On salle. ouvre le débat. J'ai l'impression qu'il y a de l'impatience, Il y a- de poser des questions par rapport à tous ces sujets super intéressants. Bah ouais, je vais faire court. Pareil, là c'est un projet qu'on a suivi à Mélan, très insortable.
Et voilà, vous voyez le bâtiment, on se dit à Mélan, on ferait mieux de trouver un privé qui achète sa maison, qui la réhabilite. Faire du logement social dans ces bâtiments, c'est aujourd'hui pas possible. Il était mis à était mis à disposition mais aussi. l'équation ne marchait pas. Alors je vous propose que, merci beaucoup pour votre intervention.